16 août 1991. Le monde apprend stupéfait que Gorbatchev serait incapable de gouverner pour raison de santé et qu'un comité d'urgence comprenant le nouveau vice-président, Gennady Yanayev, le nouveau Premier ministre, Valentin Pavlov, ainsi que les chefs de l'armée et du KGB, Yazov et Kryuchkov, a décidé de le remplacer à la tête du pays. En quelques heures, on a bien compris qu'il s'agit d'un putsch très comparable à certains égards à celui qui avait coûté sa place à Nikita Khrouchtchev quelques 27 ans plus tôt. Mais très vite aussi, on se rend compte que ce vaste pays qu'est encore l'Union soviétique ne répond plus du tout aux impulsions que les putschistes entendent lui donner. En 3 jours, c'est le retournement. Gorbatchev rentre à Moscou, ses apprentis geôliers déconfits sont arrêtés, le parti communiste dissous. Hélas pour Gorbatchev, ces 3 jours d'août auront aussi suffi pour permettre à Boris Yeltsin d'asseoir définitivement son emprise grâce au courage physique et moral dont il a su faire preuve dans Moscou insurgé, à un moment où rien ne garantissait l'issue pacifique de l'affrontement. Il ne faudra plus guère que 3 mois et 3 semaines au président de la Fédération de Russie, qui est devenu Yeltsin, dès juin 1990, pour faire tomber le président de l'Union soviétique, qui est encore Gorbatchev, telle une peau morte. Abandonné de tous, Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev n'a plus qu'à s'en aller dignement, mais sans aucun espoir, le 24 décembre 1991. C'est ainsi la fin d'une courageuse entreprise de réforme du communisme, la perestroïka, commencée en 1985, 6 ans plus tôt. Aussi, la question qui se pose est-elle de savoir comment et pourquoi une telle entreprise a pu se dérouler si longtemps sans que l'appareil traditionnel n'ose affronter de face le nouveau secrétaire général et le contraindre à reculer. Pour le comprendre, il nous faut d'abord revenir sur le déroulement de ces extraordinaires années de la perestroïka entre 1985 et 1989. Quand Gorbatchev, le plus jeune membre du bureau politique, est élu secrétaire général du Parti communiste en mars 1985, l'Union soviétique se trouve dans une situation politique et économique extrêmement critique, héritée de l'ère brejnevienne, que les règnes éclairs d'Andropov puis de Tchernenko n'ont pas pu relever. On pensait ce spécialiste des questions agricoles plutôt centriste et peu agressif. On ne va pas tarder à découvrir un homme à la fois charmeur, courtois, mais aussi capable d'autorité et surtout d'une audace que rien jusqu'alors n'avait laissé prévoir. Après la catastrophe de Tchernobyl, au printemps de 1986, Gorbatchev sort du bois pour annoncer une réforme fondamentale, la glasnost, c'est-à-dire la liberté de publication des nouvelles sincères, de toutes les nouvelles, même celles qui déplaisent souverainement au régime. À la fin de l'année 1986, Gorbatchev a signé un véritable armistice dans la guerre froide à Reykjavik avec Ronald Reagan. Il se sent dès lors assez fort pour autoriser le retour du grand physicien, prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, assigné à résidence depuis 1979. Désormais, les masques tombent, tous les masques. Gorbatchev aborde enfin la grande bataille de la réforme des institutions politiques, avec une popularité internationale à son firmament après la signature en décembre 1987 du traité de Washington sur les euromissiles. Mais alors, d'où viennent les menaces ? Lorsqu'il devient secrétaire général du Parti communiste soviétique en 1985, Gorbatchev n'est pas seul maître à bord. La coalition anti-brejnevienne qui le soutient est en fait bien hétérogène. Une fois la sortie en force de l'économie de stagnation obtenue, ce nouveau groupe dirigeant n'est plus cimenté par grand-chose. Gorbatchev cherche donc quelques contrepoids, il les trouvera parmi les intellectuels et les minorités nationales, les 2 groupes mal aimés du système soviétique. Même ainsi, Gorbatchev n'a jamais disposé de majorité solide au bureau politique, ni de clientèle personnelle dans l'armée, les régions, le KGB. Comment est-il tout de même parvenu à mener à bien ces réformes en évitant le putsch? Comment a-t-il pu en imposer à tous ses adversaires potentiels pendant une période aussi longue? La réponse est simple, par l'exercice de son génie tacticien, que l'on sous-estime encore aujourd'hui. Face à ses adversaires, quelle est donc la tactique de Gorbatchev?
Élevé dans la discipline de l'appareil dès sa jeunesse, Gorbatchev, en honnête joueur d'échecs, avait beaucoup médité sur les erreurs de son prédécesseur en déstalinisation, Nikita Khrouchtchev. Aussi, les principales actions qu'il choisit de développer prennent-elles à chaque fois le contre-pied de celles de Khrouchtchev. Et tout d'abord, diviser le parti. Gorbatchev a su, dès le départ, fragiliser l'appareil en le soumettant à des élections compétitives. Par ailleurs, en jouant à fond la carte de la décentralisation, il paralyse aussi le pouvoir des ministères centraux. C'est en effet la révolution culturelle de Mao, mais cette fois-ci au bénéfice de la démocratie. On aboutit ainsi aux élections générales de mars 1989, véritables états généraux de la révolution démocratique russe, de la révolution nationaliste dans le reste de l'Union soviétique. Seconde arme, la politique extérieure. Khrouchtchev avait cherché trop souvent à montrer sa virilité révolutionnaire au dehors pour mieux faire passer son réformisme au dedans. Avec Gorbatchev, réforme au dedans et détente au dehors sont conduites en strict parallélisme. Dès 1987, le soutien de la communauté internationale devient unanime. Dès lors, la tâche se complique pour les putschistes éventuels. Renverser Gorbatchev, c'est désormais défier le monde entier. Pourtant, malgré ce soutien quasi universel, c'est à ce moment-là même qu'il échoue. Pourquoi ? 3 raisons expliquent sa défaite stratégique en 1989. Tout d'abord, la rapide dégradation économique qu'il n'a su ni prévoir, ni enrayer. Ensuite, le facteur Boris Yeltsin. En ce bon bougre populiste et tonitruant, qui fut d'abord le meilleur allié de Gorbatchev à Moscou, les 2 contestations radicales, celle de la rue et celle de l'intelligentsia, croient avoir trouvé une sorte de synthèse. Yeltsin en impose en effet aux apparatchiks néo-staliniens et il se gagne la sympathie des clercs de l'intelligentsia en demandant explicitement ce que Gorbatchev n'ose pas encore accorder pleinement, la démocratie et le pluralisme, par la fin du rôle dirigeant du Parti communiste. Moscou lui accorde 87% de ses suffrages aux premières élections libres de mars 1989. Enfin, un facteur de crise décisif parmi tous les autres explique la défaite de Gorbatchev, l'échec des grandes manœuvres en Europe de l'Est. Pendant l'été 1989, Gorbatchev décide en effet d'ouvrir les vannes de la libéralisation dans tout l'Empire, pensant là encore maîtriser le phénomène. Il remporte effectivement, en août, le premier engagement en Pologne, où le général Jaruzelski parvient à imposer une cohabitation à solidarité. Mais en Allemagne de l'Est, c'est l'explosion. L'effondrement du mur de Berlin conduit à une radicalisation sans précédent qui balaye tour à tour Prague et Budapest. Les succès stratégiques remportés en Bulgarie avec la déposition en douceur du stalinien Zhivkov et en Roumanie surtout contre Ceausescu ne compensent pas l'immense voie d'eau qui vient de se créer à la proue du navire du socialisme. Le Titanic de Lénine va maintenant couler et Gorbatchev en est le capitaine. À son tour, en 1990, l'opinion soviétique se radicalise, galvanisée par les événements survenus en Europe de l'Est. En Russie, elle bascule vers Yeltsin et les démocrates radicaux. Dans les autres républiques, elle s'oriente vers le nationalisme. À l'automne 1990, Gorbatchev est activement contesté par l'appareil du parti, qui lui refuse son blanc-seing pour les mesures de libéralisation de l'économie qu'il cherche à prendre. Les pays baltes sont au bord de la sécession. Et en juin 1990, Yeltsin est élu par un vote surprise président du Parlement russe. La situation de Gorbatchev est devenue intenable. Et pourtant, malgré ses votes répétés de défiance, il parviendra à gouverner 1 an encore. D'où notre ultime question. Pourquoi cette chute est-elle intervenue si tard ? Dès l'automne 1990, les futurs putschistes sont en place. Plusieurs proches commencent alors à quitter le navire. Shevardnadze, le ministre des Affaires étrangères, démissionne en décembre 1990. Alexandre Yakovlev, le père spirituel de la perestroïka, s'éloigne plus discrètement. C'est à ce moment-là que Gorbatchev, au lieu de casser, se met à plier. Pour retarder le putsch, il mène une politique de compromis avec ses adversaires, en donnant l'illusion d'adhérer pour un temps à leur politique. Il se rapproche sans vergogne des conservateurs, encore hésitants, les coopte au gouvernement. Il déclare vouloir s'opposer de toutes ses forces au séparatisme balte, même s'il arrête les violences à Vilnius en février. En mars 1991,
il organise un référendum pour la transformation en douceur de l'Union soviétique qu'il remporte. Il négocie alors avec Yeltsin, devenu président de la Russie au suffrage universel en juin, un partage du pouvoir qui lui préserverait l'essentiel. Gorbatchev a alors presque gagné. Quand finalement les putschistes conservateurs se décident à agir, en août, il est déjà trop tard pour eux. Ils ont bien le volant entre les mains durant 3 jours, mais les commandes ne répondent plus. Ni l'appareil du parti, ni le KGB, ni même l'armée, qui refuse de marcher. Le putsch échoue lamentablement. Gorbatchev, libéré, peut donc rentrer au Kremlin. Mais ni l'Union soviétique, ni le pouvoir de Gorbatchev ne pourront survivre à cet ultime choc. Yeltsin, le président de la Russie, constate donc le 8 décembre que l'Union soviétique a cessé d'exister. Certes, Gorbatchev a perdu. Mais qu'est-ce que cette défaite? Pour la première fois de sa longue et tragique histoire, la Russie sort d'une crise politique majeure sans effusion de sang. Elle rend sa liberté au peuple qu'elle avait dominé et entraîné aussi souvent dans son sillage. Et juste récompense de ses efforts, Gorbatchev est aussi le premier tsar à quitter le pouvoir vivant et libre, avec sa famille encore intacte. Gorbatchev aura donc réussi, comme dans un film catastrophe, à poser l'immense avion soviétique au moteur en feu sur le bord de la piste sans faire une seule victime. Qui peut, en ce siècle si féroce, se prévaloir d'un plus beau bilan ?